Découvrir que c'était un tueur en série, ça dépassait la réalité. Je n'avais jamais vu de telles photos de scènes de crime. C'était comme s'il voulait détenir le record mondial du plus grand nombre de meurtres. Un vagabond du Texas prétend avoir commis des centaines de crimes atroces. Des victimes tuées à coups de couteau, à coups de matraque, renversées, tuées par balle. Des policiers de tout le pays voulaient parler de leur dossier non élucidé. Cependant, la police détient-elle le véritable coupable? Il n'y avait aucune empreinte, il n'y avait aucune preuve qui permettait d'établir un lien entre lui et les crimes. Pour Vanity Fair, le journaliste Ron Rosenbaum a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Henry Lee Lucas ». L'enquête impossible. Le voici en images. Ce quartier d'Austin était un quartier principalement résidentiel, de classe moyenne. C'était en périphérie de la ville. On pouvait croiser plein d'enfants à vélo. Mildred McKinney, âgée de 73 ans, vit ici, à Sherbourne Street. Ma grand-mère était une femme extrêmement attentionnée. Elle rendait toujours service aux autres, à ses proches, et dès qu'elle le pouvait, elle passait du temps avec nous. Les parents de Bob Stapleton, Robert et Patricia, se rendent chez Mildred McKinney. Patricia aime prendre des nouvelles de sa mère. Cependant, elle a immédiatement le sentiment que quelque chose ne va pas. Dès qu'elle se réveillait, Mildred ouvrait systématiquement ses rideaux. Ce jour-là, ses rideaux étaient restés fermés. Ils ont vu que la porte de derrière était entrouverte, ce qui n'était pas normal. Elle rangeait toutes ses affaires de façon méticuleuse. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Or, ce jour-là, ils ont vu qu'il y avait de l'argenterie et d'autres objets par terre en désordre. Ils sont allés dans la chambre de Mildred et c'est là qu'ils l'ont retrouvée morte, par terre. Elle était pieds et poings liés. Il y avait un tas de meubles au-dessus d'elle. Mais on voyait son visage, on voyait qu'elle avait été rouée de coups. Je n'avais jamais vu de telles photos de scènes de crime de toute ma carrière. Elle avait été frappée au visage avec une telle violence qu'une de ses dents avait transpercé sa joue. Elle avait de graves contusions au niveau des oreilles, au niveau des sourcils, au niveau de la poitrine et des bras. On avait l'impression que ça avait duré longtemps. Le coupable n'était pas entré par effraction rapidement et n'avait pas agi rapidement. Elle avait été torturée. Sa fille et son beau-fils sont sortis de la maison et ont demandé aux gens d'appeler la police. J'avais 12 ans. Tout à coup, on m'a dit d'aller à l'accueil de mon école. Et c'est là que j'ai vu mon père, assis sur une chaise, en sanglots. Il m'a d'abord dit qu'elle était morte. Ensuite, il m'a dit qu'elle avait été assassinée. Après cette annonce, tout est devenu très flou dans ma tête. Les proches de la victime et les autorités sont sidérés par la cruauté de ce crime. Il y avait des preuves d'agression sexuelle. Le médecin légiste a pu trouver des traces d'ADN qui pouvaient être analysées. Les échantillons ont alors été transférés au laboratoire. Cependant, les techniques d'analyse ADN doivent encore être améliorées et les échantillons n'apportent aucune réponse dans l'immédiat. Les enquêteurs préfèrent alors se focaliser sur un suspect, le père de Bob Stapleton, Robert. Je pense que si mon père était le suspect numéro 1, c'était pour les mêmes raisons que pour tout autre crime. On s'intéresse d'abord à la famille.
On savait qu'à l'époque, Mildred ne le portait pas spécialement dans son cœur et inversement. La façon dont M. Stapleton s'était présenté était assez suspecte. La police a voulu lui poser des questions et il répondait succinctement. Mais lorsqu'ils ont voulu entrer dans les détails, il a demandé un avocat. Bien que la police soupçonne Robert Stapleton d'avoir tué sa belle-mère, elle ne dispose d'aucune preuve. Bob se souvient avoir vu son père surveillé et harcelé en permanence. Au final, ils étaient devenus assez agressifs. Des voitures passaient devant chez nous. Ça a duré plusieurs années. C'était comme si nous étions observés au microscope. C'était extrêmement pesant. Disons que la police n'a pas cherché d'autres suspects. Quatre ans plus tard, la police annonce qu'un homme ayant été arrêté pour un autre crime a avoué avoir tué Mildred McKinney. Je m'en souviens. J'étais dans le salon quand mes parents m'ont dit qu'un homme avait avoué les faits. Il s'agissait d'Henry Lee Lucas. Il n'est pas facile de décrire Henry Lee Lucas. Au cours de mes recherches sur cette affaire, il a été amené à me parler de son enfance. Le récit qu'il m'a livré était vraiment atroce. Son père était alcoolique. Ses deux jambes avaient été amputées dans un accident de voiture alors qu'il était ivre. Sa mère était une prostituée, une contrebandière d'alcool, une femme méchante qui le terrorisait. Elle ramenait des hommes chez elle et elle avait des rapports sexuels devant ses enfants. Les 5 ou 6 premières années de sa vie, elle l'habillait comme une petite fille. Il a eu une enfance terrible. Au moment de l'adolescence, Henry Lee Lucas part de chez lui. Cependant, il revient en 1960 avec une bonne nouvelle, selon lui. Il voulait annoncer à sa mère qu'il avait rencontré une jeune femme et qu'ils allaient se marier, mais elle s'y est opposée. Ils étaient tous les deux ivres et ils ont commencé à se battre. Il s'est réveillé en pleine nuit. Elle était en train de le frapper au visage avec un manche à balai. Il a sorti un canif qu'il avait sur lui et il l'a égorgé. Mais ce n'est pas ça qui l'a tuée. Elle est tombée par terre et elle est morte 1 heure plus tard environ d'une crise cardiaque. En juin 1960, Henry Lee Lucas est condamné à une peine de 20 à 40 ans de prison pour homicide volontaire non prémédité. Il est remis en liberté 10 ans plus tard. Après être sorti de prison, il a livré un récit, et ce récit était assez sordide. Il symbolisait le cauchemar américain, en quelque sorte. C'était un homme qui n'avait aucun but. Il n'avait pas d'emploi stable. Il n'avait pas de domicile fixe. Il se laissait guider par son destin. Henry Lee Lucas finit par s'installer dans la petite ville de Ringgold, au Texas, au sud de la frontière avec l'Oklahoma. Kate Rich, âgée de 80 ans, est portée disparue. Les membres de sa famille avaient dit au shérif qu'un homme avait vécu ici pendant un moment et qu'il l'avait expulsé. Ils lui ont donné son nom, Henry Lucas. Henry Lee Lucas est engagé par la famille pour s'occuper de cette personne âgée. En échange, il sera nourri et logé. Il est accompagné de Becky Powell, sa petite amie âgée de 15 ans. Cependant, cet arrangement prend vite fin. Les filles de Kate se sont rendues compte qu'il ne l'aidait pas du tout. Il mettait des factures à son nom sans qu'elle n'ait les moyens de les payer. Elles ont donc décidé de les mettre à la rue. Phil Ryan est chargé de mener l'enquête sur la disparition de Kate. Il découvre alors qu'Henry Lee Lucas est la dernière personne à l'avoir vue. Le soir où Kate a disparu, Henry a affirmé qu'il était venu lui proposer d'aller à l'église, mais qu'ils n'y sont pas allés. Henry Lee Lucas devient alors le suspect numéro 1 dans l'affaire de la disparition de Kate Rich. Cependant, les autorités n'ont pas suffisamment de preuves contre lui. Elles demandent donc un mandat d'arrestation pour possession d'armes illégales. Il m'a regardé et m'a dit « J'ai entendu dire qu'au Texas, on obtient toujours ce qu'on veut. » Je lui ai répondu « Là, vous n'avez pas tort. » 2 semaines plus tard, Henry Lee Lucas dit au gardien de prison qu'il est prêt à parler.
On m'a appelé pour me dire de venir. Je pense que le fait de se retrouver seul dans sa cellule sans parler à personne, ça lui a permis de faire ressortir ses vieux démons. Du jour au lendemain, ça a tourné au cauchemar. Les aveux d'Henry Lee Lucas à la police fascinent et effraient la nation tout entière. Henry Lee Lucas est en détention au Texas. Il est le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Kate Rich, une femme âgée de 80 ans. Au début, il nie entièrement les faits. 2 semaines plus tard, il est prêt à passer aux aveux. Spontanément, il s'est mis à rédiger les aveux les plus détaillés qu'on puisse obtenir. Il m'a dit qu'il avait tué Kate Rich entre chez lui et chez elle, qu'il avait ramené le cadavre chez lui et qu'il l'avait brûlé dans son poêle à bois pendant plusieurs jours. La police découvre des fragments d'eau dans un tas de cendres du poêle. Tandis que les enquêteurs commencent à examiner la scène du crime, Henry Lee Lucas reconnaît avoir commis un autre meurtre. Il a dit « J'ai tué Becky, la seule fille que j'ai jamais aimée ». Il affirme aux enquêteurs qu'il s'est disputé avec sa petite amie, Becky Powell, qui demandait à retourner en Floride, là où elle était née. Il a dit « Becky m'a giflé. Je lui ai enfoncé un couteau et puis elle est tombée ». Mot pour mot, il a dit « On en avait discuté avec Becky. On s'est dit qu'il valait mieux la découper et l'enterrer. Je vais vous y emmener, mais c'est pas beau à voir. » Si vous creusez ici, vous trouverez une tête d'oreiller avec des restes de son corps. Il a ajouté, il me semble que les jambes sont par là et que la tête est par ici. Les autorités identifient les restes de Becky Powell, âgée de 15 ans. Cependant, Henry Lee Lucas ne s'arrête pas là. J'ai voulu en savoir plus sur son passé, sur sa vie. Et c'est là qu'il a commencé à avouer de nombreux meurtres aux 4 coins des États-Unis. Son récit était très détaillé. Il m'a donné des noms, il m'a parlé des objets qu'il leur avait pris, des bijoux qu'il avait enlevés. Ensuite, il a dessiné les portraits de ses femmes. Au bout du compte, il a fini par décrire les 77 meurtres qu'il avait commis. C'est comme s'il voulait détenir le record mondial du plus grand nombre de meurtres. C'était un véritable cauchemar. On aurait presque envie d'étrangler cet individu assis là, à raconter tous ses meurtres. Dans cette petite ville, les nouvelles vont vite. Les autorités du comté de Montague ont mis la main sur un véritable tueur en série. Henry Lee Lucas says he's a mass murderer. So far, he's led police to the bodies of 2 women, and he claims he has killed many more. Tout le monde parlait des crimes qu'il avait avoués. C'était une sorte de virus qui s'était propagé dans tout le pays, du jour au lendemain. Des policiers de tout le pays voulaient parler de leurs dossiers non élucidés. 5 mois après être passé aux aveux, Henry Lee Lucas est transféré de la prison du comté de Montague à celle de Georgetown, dans le comté de Williamson, au Texas. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les policiers voulaient prendre rendez-vous pour lui parler des meurtres qui relevaient de leur juridiction. On lui a donc réservé une salle d'interrogatoire. Nous avions une carte des États-Unis accrochée au mur. Les policiers venaient l'interroger et s'ils le croyaient coupable, ils mettaient une punaise sur leur ville. Henry était un tueur en série hors du commun. Lucas a reconnu avoir tué plusieurs personnes de différentes façons. Il a avoué avoir commis des crimes sexuels, avoir tué ses victimes à coups de couteau, à coups de matraque, étranglé, renversé, tué par balle. Si un crime avait été commis, c'était lui le coupable. En novembre 1983,
Henry Lee Lucas revendique finalement le meurtre de près de 200 personnes. En général, quand on rédige un article sur un tueur en série, on parle de 6 ou 7 victimes. S'il avait vraiment tué 200 personnes, même 100 personnes, il aurait été le plus grand criminel de l'histoire. Les Texas Rangers forment un groupe spécial chargé de coordonner les multiples aveux d'Henry Lee Lucas. Des enquêteurs venus des 4 coins des États-Unis le conduisent jusqu'au lieu des différents crimes. La nation tout entière est à la fois subjuguée et terrorisée par cette folie meurtrière sans précédent. Les médias étaient fortement impliqués dans cette affaire. Quoi de plus sensationnel qu'un homme qui prétend avoir tué des centaines de personnes? Il fallait couvrir l'affaire à tout prix. Il est devenu un phénomène mondial. Police now linked Lucas to scores of murders in 17 states, stretching from coast to coast. Il se disait capable de tuer n'importe qui pour n'importe quelle raison. Il prétendait avoir tué près de 600 personnes. Le nombre de ses victimes est saisissant. Cependant, il affirme qu'il n'a pas agi seul et qu'il avait un complice, Otis Toole. Henry Lee Lucas a dit « Otis Toole le confirmera ». Et finalement, Otis Toole l'a bel et bien confirmé. Je pense qu'on peut dire qu'Otis Toole était un homme effrayant. C'était une véritable brute. Otis Toole était un pyromane récidiviste. C'était un travesti. Son comportement était tout simplement étrange. Disons qu'Otis Toole était un sacré personnage. Quand je suis allé le voir en Floride et que je me suis retrouvé seul avec lui dans sa cellule, je dois avouer que je n'étais pas vraiment à l'aise. Henry Lee Lucas a connu Otis Toole en Floride en 1979. En compagnie d'Otis, il aurait sillonné le pays en tuant des personnes au nom d'une secte satanique baptisée les Mains de la Mort. À ce moment-là, on avait atteint le stade de l'horreur irrationnelle. C'était à une époque où, aux États-Unis, on redoutait plus que tout les tueurs en série liés au satanisme, à la sorcellerie. Les aveux d'Henry Lee Lucas et d'Otis Toole sont extrêmement choquants. Mais les proches des victimes obtiennent enfin des réponses à leurs questions. C'est le cas notamment des proches de Mildred McKinney. Fin décembre 1983, des enquêteurs du comté de Williamson sont allés voir Otis Toole en Floride. Ce dernier leur a donné des détails précis sur le meurtre de Mildred McKinney. Henry Lee Lucas a rédigé ses aveux. Il disait qu'Otis Toole était responsable de sa mort, mais qu'il était là pour cambrioler la maison. Les 2 hommes sont reconnus coupables du meurtre de Mildred McKinney. Henry a permis aux proches de la victime de tourner la page. Les faits étaient atroces, mais au moins ils savaient que ce monstre était le coupable. Ça dépassait la réalité. Découvrir qu'un tueur en série était à l'origine de tout cela, disons que ça a donné une toute autre dimension. C'était lui le coupable. C'était lui qui l'avait tué. On pouvait désormais tourner la page. Cependant, ni les proches des victimes, ni la police ne s'attendent au prochain rebondissement dans l'affaire Henry Lee Lucas. Un rebondissement encore plus troublant. Cinq ans après l'arrestation d'Henry Lee Lucas, un homme marche le long de la route 150, près de Georgetown, au Texas. Il aperçoit alors quelque chose dans l'herbe qui attire son attention. Le passant a trouvé un portefeuille. Il s'agissait du portefeuille de Kevin Key. Peu après, la police a découvert le corps de Kevin au bord de la route, dans l'herbe. Il avait plusieurs impacts de balles dans le dos. L'autopsie a ensuite révélé que la mort avait été causée par des balles de calibre 22. Il venait d'avoir 19 ans. Je ne peux même pas vous décrire ce qu'on ressent dans ces moments-là. De la colère, une colère immense. Je voulais mettre la main sur la personne qui l'avait assassiné et la tuer. La dernière fois que j'ai vu Kevin, c'était la veille. Et il avait rendez-vous avec une certaine Rita. Et il avait vraiment hâte.
En 1978, Rita Salazar avait 18 ans. C'était une jeune fille qui avait toute la vie devant elle. Elle aimait la danse. Elle était pom-pom girl. Elle voulait intégrer l'équipe des Cowboys. La nuit où Kevin a été assassiné, des coups de feu ont été signalés près de Waco, au Texas, à environ 120 km du lieu du crime. Le lendemain matin, le corps d'une femme a été retrouvé par la police du comté de McLennan. Quand ils l'ont retrouvée, elle était entièrement vêtue. Mais au cours de l'autopsie, ils ont trouvé des traces de sperme. En 1978, les analyses ADN n'étaient pas encore très développées. Mais les enquêteurs et le médecin légiste ont fait un travail remarquable et ont gardé les preuves. Consuelo Salazar signale la disparition de sa fille à la police, qui lui demande alors de venir en ville. On est allé au tribunal et ils m'ont montré des vêtements. Je leur ai dit que c'était les siens. J'ai perdu la raison. Je ne pouvais pas y croire. Bien que Rita et Kevin aient été retrouvés à 120 km l'un de l'autre, les enquêteurs affirment que l'arme du crime est identique. La police exploite alors toutes les pistes potentielles. Cependant, l'enquête reste dans l'impasse. L'affaire a été classée sans suite. Les enquêteurs tenaient à jour le dossier et de temps en temps, ils se replongeaient dans l'affaire. Mais ils n'avaient plus aucune piste. J'ai attendu encore et encore, mais ils n'ont jamais rappelé. Ils n'allaient jamais le retrouver. 5 ans plus tard, l'attente des proches se termine enfin. Henry Lee Lucas reconnaît avoir tué Kevin Key et Rita Salazar. Il a même demandé au shérif de me dire que Rita s'était battue jusqu'au bout, jusqu'aux derniers instants. J'ai répondu, je le savais. Il a commis tellement de meurtres différents. Je me suis dit, au moins, il lui a tiré dessus. Et il n'a pas subi la souffrance que d'autres ont subie. En 1985, Henry Lee Lucas est reconnu coupable de 10 meurtres. L'un d'eux entraîne sa condamnation à mort. Cependant, certains pensent que ses confessions sont mensongères. Une fois que les chiffres sont tombés, les gens ont commencé à se poser des questions. Comment a-t-il pu? Il a tué 100 personnes et maintenant, on parle de 200, 300, 600 victimes. On commençait à croire que c'était invraisemblable. J'étais correspondant au Dallas Times Herald. J'étais profondément sceptique. J'en ai entendu parler pour la première fois lorsque mon ami Hugh Ainsworth s'est intéressé à cette affaire et m'a demandé si je voulais être son collaborateur. Pour commencer, j'ai décidé d'établir la chronologie des faits. Je me suis vite aperçu qu'il y avait un mois en particulier où ils avaient dû parcourir plus de 15 000 km pour tuer 5 ou 6 personnes. C'était complètement insensé. Ils se sont rendus compte qu'Henry n'avait pas pu tuer toutes ces personnes. C'était quasiment impossible. Les journalistes montent alors un dossier remettant en cause plus de 200 aveux formulés par Henry Lee Lucas. Des documents de travail, des rendez-vous chez le dentiste. On pouvait facilement retrouver sa trace. C'est là que je me suis dit que la partie était finie. Tout cela n'était qu'un énorme canular. J'étais prêt à rédiger et à publier l'article. En avril 1985, l'article fait la une du Dallas Times Herald. Tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire étaient profondément embarrassés. Suite à ces révélations, Henry Lee Lucas se présente devant un grand jury dans la ville de Waco. Le procureur Vic Feazell remet en cause au moins 3 meurtres qu'Henry Lee Lucas prétend avoir commis dans sa juridiction. Vic Feazell voulait interroger Henry Lee Lucas dans le comté de McLennan. C'est là qu'il a commencé à se rétracter. Henry Lee Lucas reconnaît sous serment que les aveux qu'il avait livrés au cours de ces 22 derniers mois étaient quasiment tous faux.
Désormais, il affirme avoir tué seulement 3 personnes. Il disait qu'il avait tué sa mère, Kate Rich et Becky. Le reste, c'était faux. Il avait menti à tout le monde. Henry disait que tant qu'il continuait à avouer les faits, il pouvait rester dans une cellule spéciale équipée d'une télévision. Avant son arrestation, Henry Lee Lucas n'était personne. C'était un moins que rien. Une fois qu'il est passé aux aveux, il est devenu une star, quasiment du jour au lendemain. Avant les expertises ADN, les autorités s'appuyaient essentiellement sur les aveux des accusés pour prononcer leur condamnation. Au début des années 80, quand on avouait avoir commis un meurtre, on l'avait bel et bien commis. Personne ne remettait en cause de tels aveux. Il n'y avait aucune empreinte, il n'y avait aucune preuve qui permettait d'établir un lien entre lui et les crimes. Combien de meurtres? 600, c'était insensé. Je savais que c'était insensé. Les Texas Rangers savaient que c'était insensé, mais ce n'était pas à nous de prendre de décision. Je pense qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était tout à fait capable de duper les policiers les plus naïfs. Henry Lee Lucas disait que s'il y avait une chose que la police aimait faire, c'était résoudre des affaires. Lors de ses nombreux interrogatoires, on lui posait des questions dont la réponse était sous-entendue. Henry Lee Lucas est un homme à l'écoute. Il passe au crible les détails d'un crime et trouve un moyen d'en assumer l'entière responsabilité. On lui demandait « À quoi ressemblait-elle » Ce à quoi il répondait « Elle avait les cheveux blonds. » « Blond? Vous êtes sûr? Oui, blond foncé. Disons châtain. C'était dans la poche. Il passait les tests avec brio. Il y avait plusieurs signes qui auraient dû être relevés. Bien qu'Henry Lee Lucas soit revenu sur ses aveux, sa condamnation à mort est maintenue et les centaines de meurtres qu'il avait avoué avoir commis demeurent non résolus. Il y avait tout un tas d'affaires qui impliquaient le meurtre d'un individu, mais que personne n'essayait de résoudre. Si jamais les aveux d'Henry Lee Lucas s'avéraient faux, qu'il ait avoué 77, 100 ou 150 meurtres, cela voulait dire qu'il y avait 77, 150 assassins qui avaient réellement commis ces crimes et qui étaient en liberté, susceptibles d'en commettre d'autres. Les proches de Mildred McKinney, de Rita Salazar et de Kevin Key n'ont qu'une question en tête. Qui sont les véritables coupables? Si la police abandonne ses recherches, seront-ils un jour jugés pour leurs crimes? Henry Lee Lucas avoue avoir commis des centaines de crimes sur tout le territoire américain. Cependant, une enquête menée par un journal prouve que tout cela est faux. Il reconnaît alors avoir inventé ces histoires de toutes pièces. In the past, he has confessed to more than 600 killings. Now he says those confessions were a hoax. If Lucas didn't kill all of those people, who did? En 1978, Rita Salazar et Kevin Key ont un rendez-vous romantique à Austin, au Texas. Henry Lee Lucas affirme les avoir tués ce soir-là, ce qui est faux. Tous ces mensonges. Je n'ai pas lu les journaux. Je ne voulais pas savoir ce qui se disait. J'avais perdu tout espoir. Je crois qu'il m'a fallu 10 ou 20 ans pour comprendre que l'affaire n'allait pas être résolue. Cela faisait plus de 20 ans que l'affaire avait été classée sans suite. En décembre 2008, le procureur m'a contacté et m'a confié le dossier. Les enquêteurs avaient conservé les preuves et un profil ADN a été établi. Ces informations ont été insérées dans une base de données et comparées à celles d'autres criminels du Texas. En 2008, on nous a dit que l'ADN correspondait à celui d'un certain Benny Tirerina Jr. Benny Tirerina a subi 23 arrestations au cours de ces 30 dernières années. Âgé de 50 ans, il vient tout juste de sortir de prison après avoir été condamné pour violation de sa liberté conditionnelle. Et ils m'ont appelé sur mon portable pour me dire
On pense avoir trouvé un suspect pour le meurtre de votre frère. C'était inconcevable. Je n'arrivais pas à y croire, c'était impossible. On a rencontré la mère de Rita Salazar. Je pense que cette femme n'a jamais pu faire le deuil de sa fille. Je n'arrivais pas à croire qu'ils aient poursuivi leurs recherches et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais abandonné. Je n'ai jamais été aussi fier de toute ma carrière. On a pu lui annoncer qu'on allait tout mettre en œuvre pour que Tijerina soit mis en examen pour meurtre. Michael Jarrett et son équipe retrouvent Benny Tijerina au domicile de sa mère à Dallas. Il accepte d'être interrogé. Il est arrivé au poste et il a parlé pendant plusieurs heures avec les enquêteurs. Benny Tijerina a affirmé qu'il était avec 2 autres individus, qu'ils étaient allés faire la fête à Austin, et qu'en rentrant à Dallas, ils ont vu Kevin et Rita dans une voiture en panne. Et ils étaient jeunes et insouciants. Et ils n'avaient pas vérifié le niveau d'essence avant de prendre la voiture. Selon Benny Tijerina, les 2 jeunes sont montés à bord de leur voiture dans la ville de Round Rock. Au début, ils étaient assis sur la banquette arrière. Selon les déclarations de Benny Tijerina, ils auraient roulé pendant près de 25 km avant que ses 2 partenaires ne fassent descendre Kevin et le tuent. Ils sont remontés dans la voiture et ils ont continué sur la route 35, vers le nord. Alors qu'ils roulaient en direction de Dallas, à un moment donné, ils ont agressé sexuellement Rita. Une fois qu'ils en avaient fini avec elle, ils se sont arrêtés au milieu de la route et ils l'ont tuée elle aussi. Benny Tijerina accepte une négociation de peine et avoue être coupable des 2 meurtres. Tout prouvait qu'il avait violé Rita Salazar. Selon les lois du Texas, s'il avait participé au viol, il avait participé au meurtre. Benny Tijerina est alors condamné à 40 ans de prison. Pendant toutes ces années, j'ai été hantée par la mort de Kevin et par le coupable. Ce fut un énorme soulagement de savoir que justice allait enfin être faite. J'étais ravie de savoir qu'il allait finir en prison 30 ans après. Cet homme avait vécu sa vie et il avait volé celle de ma fille. Il peut y rester. Benny Tijerina révèle le nom de ses complices, mais les enquêteurs ne les retrouvent pas. On a toujours su que Benny Tijerina n'était pas au volant, ne les avait pas menacés avec une arme, ne les avait pas tués, et qu'il n'avait pas violé Rita Salazar seul. Étant donné que les enquêteurs pensaient que quelqu'un d'autre était impliqué, le bureau du shérif du comté de Williamson n'a pas classé l'affaire. Si de nouvelles pistes s'ouvrent, ils poursuivront leur enquête. Les proches de Kevin Key et de Rita Salazar connaissent désormais la vérité. Cependant, les proches de Mildred McKinney se battent toujours face aux mensonges d'Henry Lee Lucas. Je me suis toujours dit qu'on n'allait jamais mettre la main sur l'assassin. C'était impossible. Qui est le véritable assassin de Mildred McKinney? Il faudra attendre des années avant de pouvoir résoudre ce mystère. En 1980, Mildred McKinney est retrouvée morte à son domicile, rouée de coups et étranglée. Henry Lee Lucas prétend l'avoir assassinée avec l'aide de son complice, Otis Toole. Maintenant qu'il est revenu sur ses aveux, l'enquête est rouverte. 25 ans plus tard, l'enquêteur du comté de Williamson, John Foster, est chargé de l'affaire McKinney. Je n'avais jamais vu un crime aussi atroce. Une vieille dame avait été tuée dans son sommeil et torturée avant d'être tuée. Heureusement, l'expert en scène de crime avait pensé à prélever de l'ADN. L'échantillon a été introduit dans un système d'identification et j'ai croisé les doigts dans l'espoir d'obtenir un résultat. Je suis tombé sur une très belle photo de Mildred et je l'ai posée sur mon bureau. C'était une sorte de rappel quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourra résoudre l'affaire. J'étais dans ma voiture quand mon téléphone a sonné.
Ils m'ont dit, on a un suspect pour toi. Je n'arrivais pas à y croire. Notre suspect était un certain Stephen Alan Thomas. Stephen Alan Thomas venait d'Austin. Il avait eu quelques ennuis, mais rien qui n'avait suscité un prélèvement d'ADN. Jusqu'au jour où, en 2012, il a été arrêté par la brigade des stupéfiants au Texas du Sud pour avoir transporté une grande quantité de cannabis. Stephen Alan Thomas, alors âgé de 53 ans, a été libéré sous caution. Désormais, il porte un bracelet électronique. Rapidement, John Foster le retrouve à Dallas. Au cours de son interrogatoire, Stephen Alan Thomas nie entièrement les faits. Ensuite, je lui ai montré une photo de Mildred McKinney rouée de coups, pieds et poings liés. On voyait du sang sur le plafond, du sang sur le lit. Elle était par terre avec un tas de meubles au-dessus d'elle. Je n'avais jamais vu quelqu'un dans un tel état de panique. À ce moment-là, j'étais sûr à 100% que j'étais face au meurtrier de Mildred McKinney. John Foster et son équipe émettent une hypothèse concernant le mobile du crime. Au moment des faits, Stephen Alan Thomas travaillait à temps partiel pour une entreprise de lutte contre les nuisibles. D'après mes hypothèses, Stephen était intervenu chez Mildred et avait vu que cette femme semblait avoir beaucoup d'argent. Je pense qu'il s'est dit, quand j'aurai besoin d'acheter de la drogue, je viendrai chercher de l'argent ici. Je prendrai l'argenterie, je prendrai les bijoux. En juillet 2012, Stephen Alan Thomas est accusé de meurtre. Cependant, il clame toujours son innocence. Lorsque Mildred a été assassinée, Bob n'était qu'un enfant. Il a très peu de souvenirs de sa mamie. Quand j'ai entendu tous les détails de sa mort au cours du procès, ça a été l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. Mais je tenais absolument à rester jusqu'au bout. Je me répétais sans arrêt qu'elle avait dû subir ça sans pouvoir y échapper. Je refusais de partir. Je voulais être là pour elle. Après 2 semaines de procès, Stephen Alan Thomas est jugé coupable du meurtre de Mildred McKinney. Il est condamné à mort. Je me souviens que la première chose que j'ai ressentie, c'était le besoin intense de partager cet instant avec ma mère, ce qui n'était pas possible, étant donné qu'elle était décédée en 2012, le jour de l'an. Le père de Bob Stapleton, Robert, qui était à l'époque le suspect numéro 1 du meurtre de Mildred McKinney, est décédé en 2011. Otis Toole meurt d'une cirrhose le 15 septembre 1996, alors qu'il était incarcéré en Floride. Henry Lee Lucas est incarcéré à Huntsville, au Texas, en attente de son exécution. En 1998, il ne lui reste que quelques jours avant d'être exécuté pour un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Why don't they prove that I did the motherfucking crime? You understand? They ain't proved nothing. Le gouverneur George W. Bush, un homme très à cheval sur les lois, a commué sa peine de mort en prison à perpétuité. His confession, now recanted, was the only evidence which linked him to the crime. Today's knowledge about his pattern of lies raises doubt. Le 12 mars 2001, Henry Lee Lucas meurt en prison de mort naturelle. Les victimes, qu'elles aient été tuées par Henry ou non, ont souffert. Les proches des victimes qui ignorent ce qui s'est réellement passé ont également souffert. Je pense qu'on ne peut tirer aucune morale de cette histoire. Mais maintenant que les méthodes d'analyse ADN sont de plus en plus précises, la science suscite de l'espoir. J'encourage les familles qui ont traversé ces épreuves à insister auprès de la police. Ne laissez pas ces affaires tomber dans l'oubli. Battez-vous pour que les recherches se poursuivent et encouragez-les à ne pas baisser les bras.
Qui aurait pu croire que 32 ans plus tard, notre famille allait enfin obtenir justice? Je dois avouer que j'avais perdu tout espoir. Mais l'espoir nous a retrouvés.